Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les titres de ce lundi 23 octobre. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan aujourd'hui pour Niamey au Niger. Il va prendre part à l'invitation de son homologue nigérien à la 4e réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO. Ici à Abidjan, s'est ouvert ce lundi le forum économique ivoiro-belge en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de la princesse Astrid de Belgique. La princesse conduit une forte délégation d'entrepreneurs belges venus explorer le marché ivoirien. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de retour en Côte d'Ivoire après un séjour à l'étranger. À son arrivée hier à Abidjan, le président du Parlement ivoirien s'est adressé à la presse. Guillaume Soro a réaffirmé sa volonté de contribuer à la paix. Enfin, à Genève, une conférence internationale s'est ouverte ce lundi. Elle vise à mobiliser des fonds pour venir en aide aux Rohingyas réfugiés au Bangladesh. Les donateurs ont collecté 434 millions de dollars, soit environ 243 milliards de francs CFA. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé ce lundi à Niamey, au Niger. Il répond à l'invitation de son homologue nigérien pour prendre part à la 4e réunion du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO. Le président Ouattara a été accueilli à Niamey par son homologue Mahamadou Issoufou. Notez que cette rencontre verra la participation d'autres chefs d'État venus du Ghana, du Nigeria et du Togo. Ils vont réfléchir sur la feuille de route définissant les conditions de création de la monnaie unique de la CEDEAO. Le président ivoirien regagnera Abidjan demain mardi après les travaux. Et sur place, ici à Abidjan, la princesse Astrid de Belgique poursuit sa visite. La mission qu'elle conduit en Côte d'Ivoire est composée de politiques et d'hommes d'affaires. Et cet après-midi, comme vous le voyez dans les images, la délégation belge avec à la tête la princesse Astrid a été reçue par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Les détails de cette rencontre dans nos prochaines éditions. Et comme on le voit donc, la princesse Astrid de Belgique conduit une forte délégation d'entrepreneurs belges venus explorer le marché ivoirien. Et ce matin, s'est ouvert le forum économique ivoiro-belge. Les travaux ont démarré en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de la princesse Astrid. Le vice-président ivoirien a présenté les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, le pays étant une porte ouverte sur le marché régional, a-t-il souligné. Le reportage d'Awatouri. 214 hommes d'affaires emmenés par la princesse Astrid sont à Abidjan dans le cadre d'une mission économique. Il s'agit pour la Belgique, deuxième importateur européen de produits ivoiriens, de raffermir ses relations de coopération avec la Côte d'Ivoire. Depuis 2012, nous avons été témoins du dynamisme avec lequel le gouvernement ivoirien a mené de nombreuses réformes d'ampleur et a mis en place des institutions au service de la promotion des investissements et du développement du secteur privé. Ces initiatives ont contribué au rétablissement d'un meilleur climat des affaires. Ces efforts, Monsieur le Vice-président, ne sont pas passés inaperçus. Les acteurs belges du commerce extérieur les ont évidemment remarqués, et cela a pour conséquence de raviver la confiance dans le potentiel ivoirien. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, a pour sa part présenté aux chefs d'entreprise belges les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire à travers les grandes articulations du Plan national de développement 2016-2020. L'activité économique en Côte d'Ivoire est prometteuse. Malgré la chute donc du prix du cacao, les solides performances économiques se poursuivent avec une croissance projetée de 8,3% en 2017. Les perspectives à moyen terme demeurent bonnes. La présence de la mission économique de la Belgique en Côte d'Ivoire est appréciée au plus haut point. Pour le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, c'est le signe du renforcement de la coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire devient aujourd'hui et chaque jour davantage comme une terre d'opportunités et d'investissement. C'est donc le moment d'investir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous offre non seulement de réelles opportunités d'investissement, mais également une porte d'entrée idéale en Afrique en général, et en particulier au niveau des marchés régionaux de 8 pays de l'UMOA, qui ont une monnaie commune, le franc CFA,
Ce marché a plus de 100 millions d'habitants. C'est le premier marché. Le deuxième marché, c'est celui donc de la CEDEAO, qui comprend donc 15 pays avec plus de 300 millions d'habitants. 3 panels sur les opportunités d'affaires dans les secteurs des infrastructures économiques, transport et logistique, agricole et agro-industrie, ainsi que des rencontres B2B ont meublé la première journée de cette mission économique de la Belgique en Côte d'Ivoire. Et des réactions ont été recueillies après l'ouverture de ces travaux. La Côte d'Ivoire et la Belgique envisagent de nouer des contacts d'affaires. Nous écoutons les différentes réactions au micro de nos reporters. Les enjeux pour la Belgique et en particulier pour Bruxelles que je représente ici sont bien sûr de développer de plus en plus de partenariats constructifs, fructueux, durables entre la Belgique et la Côte d'Ivoire. Nous nous réjouissons de très nombreux contacts qui seront pris pendant ces 3 jours avec les 135 entreprises qui nous accompagnent, dont près de la moitié sont des entreprises bruxelloises. Et pour nous, c'est toujours une grande occasion d'accompagner la princesse dans les missions économiques de grande envergure, comme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons déjà des liens existants que nous voudrions bien consolider avec les entreprises locales et avec les clients locaux. Nous sommes impressionnés par le nombre et la qualité des membres de la délégation. Je pense que pratiquement tous les opérateurs potentiels ou les partenaires potentiels pourront trouver la niche ou la cible essentielle pour pouvoir faire des affaires. Ça, c'est très important. Deuxièmement, cette mission se situe à une période très importante pour la Côte d'Ivoire, notamment cette période où nous approchons vers l'émergence qui a été fixée en 2020. Il est important que nous puissions réunir toutes les conditions pour pouvoir accélérer ce processus. Ce qui nous intéresse et ce pourquoi nous sommes là, c'est de conforter et confirmer notre collaboration avec les grands acteurs qui sont Côte d'Ivoire Énergie et le Bénet, qui sont en fait 2 de nos partenaires avec lesquels nous allons signer d'ici mercredi un accord de coopération. Voilà, et la mission économique belge qui séjourne en ce moment en Côte d'Ivoire a eu une séance de travail cet après-midi avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à la primature. Il s'agissait donc pour les 2 parties d'amplifier leurs échanges avec pour but d'améliorer le climat des affaires entre les 2 pays. Le Premier ministre ivoirien a promis de tout mettre en œuvre pour favoriser les investissements en Côte d'Ivoire. Le ministre belge des Affaires étrangères a eu, lui, une séance de travail avec le ministre Ali Coulibaly ce lundi. Les sujets de renforcement de la coopération entre les 2 pays ont été abordés, comme nous l'explique dans les détails Alexis Ouedraogo. La Belgique, c'est le 2e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire. Pour renforcer cette coopération, la princesse Astrid est à Abidjan. Son ministre des Affaires étrangères a une séance de travail avec le ministre ivoirien Ali Coulibaly. Il y a plus de 250 chefs d'entreprise qui, en une fois, arrivent en Côte d'Ivoire. C'est la preuve que la diplomatie économique prônée par le président Alassane Ouattara produit ses effets. Notre objectif, c'est d'attirer les investisseurs étrangers. Les investissements, comme vous le savez, qui sont créateurs d'emplois, qui nous permettront d'engager une lutte vigoureuse contre la pauvreté, contre le chômage. L'un de nos partenaires les plus importants, c'est la Belgique. Sur tous les plans, la Belgique a toujours été aux côtés de la Côte d'Ivoire. Et le gouvernement entend travailler à appuyer cette coopération. Quand on vient en Belgique, on est à un point d'entrée sur le continent européen. Quand on vient en Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique de l'Ouest, c'est toute l'ouverture sur la région qui est possible. Nous aurons peut-être à siéger ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Côte d'Ivoire y sera l'an prochain, en 2019. La Belgique souhaite y être en 2019 et en 2020. Et puis nous travaillons ensemble sur beaucoup de thèmes. Je pense au thème de la sécurité, tout d'abord. Nous sommes présents dans les actions menées dans le Sahel, je pense au Mali, mais demain probablement à la création et au renforcement de la force G5 Sahel. La Côte d'Ivoire joue un rôle très important de stabilité dans la région. La perspective d'importants investissements pointe à l'horizon.
Et on en arrive à l'un des titres de ce 20h. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de retour en Côte d'Ivoire après un séjour passé à l'étranger. À son arrivée hier à Abidjan, le président du Parlement ivoirien s'est adressé à la presse. Guillaume Soro a réaffirmé sa volonté de contribuer à la paix. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Après 2 mois à l'étranger, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est de retour en Côte d'Ivoire. Il entend prendre sa place dans le jeu politique. Je suis venu pour prendre toute ma place dans le jeu politique, pour non seulement contribuer du mieux que je peux à l'apaisement, et aussi fidèle, n'est-ce pas, donc à l'engagement que j'ai pris depuis le début de l'année, à continuer à travailler à la réconciliation et à la paix en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume réaffirme sa volonté de soutenir la vision du chef de l'État. Je m'emploierai dans toute humilité à faire en sorte que ma relation avec le président de la République soit toujours bonne. D'ailleurs, dans les prochains jours, avec beaucoup d'humilité, j'irai voir le président de la République pour parler avec lui. Je pense que l'arme que Houphouët-Boigny nous a laissée et l'une des leçons que nous devons tirer des crises successives que nous avons connues, c'est l'arme du dialogue. Il n'est de l'intérêt de personne que la tranquillité des Ivoiriens soit troublée. Et il ne sera pas dit que je vais y contribuer. Bien au contraire, je vous ai dit mon engagement, malgré les quelques difficultés ou soubresauts que nous pouvons connaître, à travailler à l'apaisement. Et note également que la plateforme de veille des femmes et des jeunes pour les élections apaisées et crédibles en Côte d'Ivoire, présidée par Salimata Porké, a procédé ce lundi à la cérémonie de lancement officiel du guide de bonnes pratiques électorales. À travers cette démarche, l'organisation, qui est en collaboration avec d'autres ONG, entend mettre à la disposition des parties prenantes au processus électoral le guide, mais aussi formaliser la plateforme mise en place depuis l'élection présidentielle de 2015 en Côte d'Ivoire. Toujours au chapitre politique, le Parti ivoirien des travailleurs renouvelle ses bases. Le président de ce parti a procédé samedi dernier à l'investiture des délégués départementaux et sous-préfectoraux de la région du Bélier. À son siège à Yamé, 220 logements. Des délégués investis ont pour mission de faire rayonner leur parti dans la région du Bélier. Abou Sanogo. Le Parti ivoirien des travailleurs sonne la remobilisation. Première étape, la réorganisation de ses structures. Les délégués départementaux, sous-préfectoraux et communaux de la région du Bélier et les coordinations régionales ont été investis en présence du président du Parti ivoirien des travailleurs, Joseph Seka Seka. Leur mission, contribuer à élargir les bases de leur parti et faire en sorte qu'il retrouve son dynamisme d'antan. Il faut implanter le PIT dans les départements qui constituent cette région du Bélier. Je pense que c'est un travail important, un travail lourd, mais on sera à la hauteur. La politique telle qu'elle est faite, le PIT veut insuffler un sang nouveau à cette politique-là, afin que nous puissions rassembler l'ensemble des Ivoiriens sur un idéal commun. Le président du PIT a exhorté les délégués départementaux à s'investir pour une cohésion totale entre les militants. Il leur a demandé d'œuvrer à la naissance d'un PIT nouveau. En politique, il y a de temps en temps un relâchement qui fait que certains militants prennent quelques distances. Et donc la mission que nous leur avons donnée, c'est d'aller vers les militants qui ont pris un peu de recul, de les rassembler, de remettre les structures au travail. Et ça, je compte sur eux pour le faire, pour que tous les militants qui, pour une raison ou pour une autre, ont pris un peu de distance, se remettent dans le bain, se remettent au travail pour le compte du PIT. Le président Joseph Seka Seka effectuera une tournée de remobilisation dans plusieurs régions du pays pour poursuivre la restructuration entreprise par la haute direction du Parti ivoirien des travailleurs. Le peuple Agni s'est retrouvé le week-end dernier à Assié-Koumassi, dans le département de Bongouanou, pour rendre hommage au président Alassane Ouattara. Une journée d'hommage et de soutien au chef de l'État ivoirien pour ses actions de développement et de paix. Mamadou Kwasi pour le reportage.
Venus de tous les villages et hameaux du département de Bongouanou, les populations avec à leur tête les chefs de village et de communautés ont pris d'assaut la place publique de la sous-préfecture d'Assié-Koumassi. Ces populations veulent à travers cette mobilisation traduire au chef de l'État, Alassane Ouattara, leur soutien et leur attachement pour ses actions de développement et de paix en Côte d'Ivoire. Une expression de reconnaissance au président de la République pour les nombreux chantiers de développement ouverts dans leur région. Cela se traduit par la construction de centres de santé, d'écoles primaires, de collèges, ainsi que l'adduction en eau potable et l'électrification rurale. Le clou de toutes ces actions, la réfection de l'axe à Coupé-Kotobi et la promotion des cadres. Pour nous, les cadres du Moronou, le président Alassane Ouattara doit être un repère, une boussole sûre. Et la route de l'axe Kotobi à Coupé est la voie de l'émergence du Moronou. Donc, dire merci à Ado est le minimum de reconnaissance. Le colonel-major Tano Bertin, président de la mutuelle de développement d'Assié-Koumassi, a également exhorté sa population au renforcement de la cohésion sociale en vue de soutenir les initiatives de paix et de développement entreprises par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette journée de soutien au président de la République est à la fois la commémoration du 3e anniversaire du jumelage de la sous-préfecture d'Assié-Koumassi dans le département de Bongouanou et le village de Lataha Seridiakaha dans le département de Korogo. Un jumelage porté sur des échanges culturels entre les peuples Agni et Sénoufo. Satisfait des actions de ce jumelage, Soro Yamani, directeur général des eaux et forêts, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la cérémonie, a félicité le peuple Agni pour ses efforts consentis dans la préservation des valeurs de paix. Il a également souhaité que ces actions se poursuivent en vue de maintenir le climat de paix en Côte d'Ivoire. Des propos soutenus par le secrétaire général de préfecture de Bongouanou qui encourage ce genre de jumelage entre les collectivités ivoiriennes. Et dans le domaine de la santé, les choses s'accélèrent au niveau de l'organisation d'ICASA, la conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. La conférence aura lieu, je rappelle, du 4 au 9 décembre prochain ici à Abidjan. Et ce lundi, le comité multisectoriel de pilotage s'est réuni pour faire le point et il a pour mission d'aider à lever tous les points de blocage éventuels tout au long du processus. Certains ministères, dont celui de la communication, se sont engagés à promouvoir cet événement. Fidèle Aigné, Delphine Bla. ICASA 2017. Les réunions se suivent et s'accélèrent. Première réunion du comité multisectoriel de pilotage. Les défis sont nombreux. Le volet touristique que nous devions relever. Nous avons également un volet, hôtelier. Nous avons également un autre aspect qui est fondamental, la sécurité. Qu'est-ce que nous mettons en place? Il y a le visa. Est-ce que nous pourrions sur place accorder les visas directement à l'aéroport comme nous l'avons fait déjà dans d'autres activités? Donc il y a plusieurs volets qui nécessitent que nous nous retrouvions. Bien sûr, mettre en place des sous-commissions qui vont être la partie, bien sûr, exécutive du déroulé de la conférence. La conférence sur le sida et les IST en Afrique, c'est dans 43 jours. Mais avant, 2 présentations. L'exposé du secrétariat local pour faire le point sur l'état d'avancement des travaux, suivi de la présentation du comité multisectoriel de pilotage d'ICASA 2017. Comité qui a pour mission d'aider à lever tous les points de blocage éventuels tout au long du processus. Et enfin, place aux contributions et autres expertises. Quand on parle de Côte d'Ivoire Tourisme, on parle de l'image. Vous avez décidé de faire des pagnes. Madame la ministre, c'est très pragmatique. Nous mettons à disposition 2 voire 3 cars VIP. Nous avons des techniciens d'accueil qui font le travail. Des engagements ont été pris par les ministères, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les collectivités locales et la société civile. Le travail de base fait, chaque acteur a décidé de se l'approprier pour que l'organisation d'ICASA 2017 à Abidjan du 4 au 9 décembre soit un succès. Le directeur général du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, était l'invité de la tribune du GEPSI, groupement des éditeurs de presse, un espace d'échange avec la presse sur le sujet de grande importance au sein de l'entretien, la présentation du plan stratégique et opérationnel 2016-2020. 2 heures d'échange entre la presse et le directeur général du BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement.
Au menu, la présentation du plan stratégique et opérationnel 2016-2020 pour accompagner la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Le plan s'articule autour de 5 axes. L'opérationnalisation de l'émergence, c'est-à-dire comment le BNET s'organise pour pouvoir aligner ses activités prioritaires sur les projets qui ont le plus d'impact pour le développement de la Côte d'Ivoire. Il nous faut un BNET qui est aussi plus efficace, plus réactif, plus efficient, un BNET qui se réorganise pour pouvoir suivre la cadence qui est imposée pour le développement donc, de la Côte d'Ivoire. Au cours des échanges, il a été aussi question de la dégradation de la voirie en Côte d'Ivoire. Quand on construit une route, c'est pour une durée de vie. Si on a prévu qu'il y ait 10 camions, par exemple, de 20 tonnes qui passent chaque jour, et qu'au final, on se rend compte que c'est bien 10 camions qui passent, mais ils n'ont pas 20 tonnes, ils ont 50-60 tonnes. Donc, bien entendu, disons, les hypothèses donc, ne sont plus les mêmes, et bien entendu, la route va se dégrader un peu plus rapidement que ce qui était initialement prévu. Cet espace d'échange appelé Tribune du GEPSI est une initiative du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire. La Tribune du GEPSI se veut un cadre d'échange sur les sujets de grande importance en Côte d'Ivoire. Réalisé par Davis Oyo et Serge Koléa. Le dossier de ce 20 est consacré à la question de l'extrait de naissance dans la région du Gontougo. L'école gratuite et obligatoire fait de cette partie de la Côte d'Ivoire l'une des régions à forte scolarisation. Cependant, un problème demeure, c'est celui de la non-déclaration d'extrait d'acte de naissance. Conséquence donc, difficulté pour les enfants de présenter le concours d'entrée en 6e une fois en classe de CM2. Alors, comment résoudre cette question ? Élément de réponse dans ce dossier, signé ce soir Eugène Atoubi. À l'entrée du village de Ditiyé, dans la région du Gontougo, l'école communautaire du village attend toujours que les enfants viennent remplir cette case. C'est elle qui sert de salle de classe. Ici, l'école n'est pas la priorité des populations, bien que de gros efforts continuent d'être faits pour scolariser les enfants. En revanche, les parents sont préoccupés par la question de délivrance d'actes de naissance ou jugement supplétif de leur progéniture. À l'école, il y a 230 enfants inscrits qui n'ont même pas extrait. Même ici dans la région de Gontougo, il y a des adultes qui n'ont pas d'extrait de naissance. Et les enfants, n'en parlons même pas. Les chiffres fournis par les autorités éducatives, croisés avec ceux des ONG travaillant dans le secteur d'éducation dans la région du Gontougo, sont édifiants. Tenez, pour l'année scolaire 2016-2017, sur 122 000 élèves, 75 000 du primaire ont été déclarés sans extrait de naissance. Plus de la moitié entrent pour la première fois dans le système scolaire. C'est pour cela que l'État a décidé que pour que les enfants viennent au CP1, on ne fasse pas de l'extrait de naissance impréalable. Quitte aux enseignants, après, de faire les démarches pour qu'on puisse avoir les extraits de naissance. Mais il faut relever que dès le CM2, une dérogation est faite aux élèves pour que ceux-ci puissent composer à l'examen avec des attestations d'identité. Sur les 3 dernières années, 2015, 2016, 2017, cette disposition a permis de sauver 2109 enfants. Autrement dit, si cette disposition n'était pas prise, ces 2109 enfants ne pouvaient pas passer l'entrée en 6e. On est frappé par une chose. Les enfants inscrits à l'école d'une année scolaire à une autre s'illustrent comme d'excellents élèves. Nous avons rencontré l'un d'entre eux, le petit Abdoulaye en classe de CM1 à Bondoukou. Toujours, je disais à mes parents, quand ils me mettent à l'école, quand mon père s'en va, on dit d'envoyer mon jugement. Il cherche et puis quand il a eu travail là, c'est ça, il a dit au tonton et le tonton a fait pour moi. Puis on est parti, ils m'ont mis à l'école. J'avais 10 ans. Avec l'aide des autorités administratives et judiciaires, établir un extrait de naissance à cet enfant. On est en train de suivre son parcours. Si possible, même il pourra passer le CEP cette année. Entre autres cas en cours de traitement, celui de cet enfant de 9 ans en classe de CM1 à Bondoukou. Dame Kambou doit supporter chaque jour
La tristesse et l'inquiétude de sa petite fille, tourmentée par l'idée qu'elle pourrait être sans identité pour longtemps et peut-être même apatride. Cet enfant, je l'ai mise à l'école. Légèrement, on a tout fait, mais je n'ai pas retrouvé le légèrement de cet enfant où le papa a mis avant de mourir. Donc, actuellement, je cherche à faire un nouveau légèrement pour qu'il puisse faire les bancs. Il y a certaines localités qui sont tellement éloignées de la sous-préfecture qui font aujourd'hui que les populations qui sont dans des zones très très éloignées ne fréquentent pas les centres de santé pour les consultations prénatales. Et lorsqu'il y a des accouchements, à peine combien de femmes pensent à venir à l'hôpital pour pouvoir accoucher. Or, quand vous regardez le processus de déclaration de naissance, il y a le certificat médical de naissance qui doit exister. Dans le village de Guimpare, où l'accès est extrêmement difficile et où le centre de santé le plus proche se trouve à plus de 20 km du village, véritable parcours du combattant, les populations se sont organisées avec le soutien et l'assistance technique de l'ONG Soleil Levant. Objectif, déclarer toutes les naissances dans le village et, in fine, établir l'extrait de naissance des enfants, tous les enfants. Comme ce n'est pas moins que les maris, s'il dit on a qu'à aller sur le chemin. Et s'il ne fait pas? S'il ne fait pas, moi, il y a des vrais pour faire. Nous passons toujours par la sensibilisation. La SAMFRAV est même venue ici. Et nous avons fait créer ce qu'on appelle le CMF, le club de mères et élèves filles. Ça a beaucoup contribué au fait qu'il y a des enfants qui ont eu des extraits. L'exemple des CMF, club des mères, des élèves filles, a obtenu d'excellents résultats pour ce qui est de l'envoi et du maintien des filles à l'école. L'autre défi reste à en faire autant dans le domaine de l'état civil. Et pourtant, que de pesanteurs. En cause, l'environnement et les conditions de vie des populations en zone rurale, le processus même de l'établissement de l'extrait de naissance, surtout les rapports entre population et administration, source de découragement des requérants. Il y a certains qui ont 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Au lieu d'aller faire les extraits de naissance, on te promet 15 000 francs par chacun, par enfant. 15 000 francs par enfant, tu ne peux pas. Les agents d'état secondaire, vu les distances éloignées des villages, le plus souvent, ils peuvent aller pour faire les prélèvements. C'est le bénévolat. Et ils aident les parents. Donc, en les aidant, les parents doivent être à même de leur assurer le transport. Peut-être c'est quand eux, ils voient ça, ils trouvent que c'est cher. Sinon, en ville, il n'y a pas de problème. En ville, la déclaration, après, le parent, il paie son timbre et puis bon, il repart le même jour avec son extrait tout fait. Ce sont des réalités qu'il ne faut pas cacher. Mais cela peut se régler si l'État lui-même réforme réellement le système. C'est le plaidoyer des ONG. D'autant que pour les populations en zone rurale, l'extrait de naissance ou jugement supplétif reste un emprunt de l'Occident. On comprend donc pourquoi, malgré les efforts de l'État relayés par les actions des ONG sur le terrain, la question de la non-déclaration des naissances, autant que celle de l'établissement de l'acte de naissance ou jugement supplétif, a atteint la cote d'alerte. Et espérons que cette question sera réglée rapidement pour le bonheur des tout-petits. Nous partons maintenant pour Batrès, village situé dans la région de Lourdes en France. Cette localité a été visitée chaque année par de nombreux pèlerins. Ces derniers veulent comprendre l'histoire de cette petite bourgade où est apparue 18 fois la Vierge Marie. Grâce Kando nous y conduit. Batrès est une localité située à une dizaine de kilomètres de Lourdes. Ce village est chaque année visité par de nombreux pèlerins. 2 raisons expliquent ces visites à Batrès. Première, Bernadette y a été placée en nourrice alors que sa mère brûlée au sein ne pouvait pas l'alerter. Deuxième, la famille Soubirous, devenue très pauvre et ne pouvant pas nourrir plusieurs enfants, a envoyé Bernadette chez son ancienne nourrice. En retour, la petite devrait garder les moutons dans une bergerie près du village. C'est l'occasion de penser à tous ces enfants-là qui souffrent dans le silence. Dans les maisons, il y a des filles qu'on confie à des personnes qui souffrent, qui se lèvent à 3 h du matin pour balayer à la maison. Parfois, bon, même si des choses se pètent dans la maison, on les accuse injustement.
malheureusement, elles n'ont pas de choix. Le parcours a été fait par les pèlerins. De par sa détermination, sa foi, cela nous permet aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, après des milliers d'années, de venir ici pour notre reconversion et demander à Notre-Dame de Lourdes toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos pays, pour les Africains et pour tout le monde entier. Prières, récitation du chapelet, louanges ont marqué la visite des pèlerins à la bergerie de Sainte-Bernadette à Batrès. Nous partons maintenant pour Genève, pas pour un pèlerinage, mais pour voir cette conférence internationale qui s'est ouverte ce lundi. La conférence vise à rassembler des fonds pour venir en aide à près d'1 million de musulmans rohingyas réfugiés au Bangladesh après avoir fui donc les violences en Birmanie, pays majoritairement bouddhiste. La conférence est organisée par l'ONU, l'Union européenne et le Koweït. Les donateurs ont collecté 434 millions de dollars, soit environ 243 milliards de francs CFA. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain.